à tous et toutes. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vous promets de ne pas être trop longue pour laisser vraiment beaucoup de place aux questions, puisque la plupart des choses dont je vais vous parler, il est probable que vous ne les connaissiez pas ou que vous ayez besoin d'éclaircissements sur certains de ces points. Donc je m'appelle Fathia Inmand, je suis professeure à l'université de Poitiers. Je vais lever le mystère tout de suite. Je suis professeure en études hispaniques et je travaille dans le domaine des humanités numériques depuis déjà plusieurs années. Les deux collègues qui présentent avec moi et qui ne sont pas là sont Johanna Galleron, elle est professeure en littérature française à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, et Sabine Louchet, qui est professeure en informatique à l'université Lyon 2. Donc nous sommes un trio féminin qui pilotons ce que l'on appelle le consortium Ariane. Alors, le consortium Ariane, dont l'acronyme veut dire, et j'y reviendrai tout à l'heure, analyse, recherche, intelligence artificielle et nouvelles éditions des textes, est un consortium de l'infrastructure Humanum. Les disciplines auxquelles il s'adresse, et en tout cas auxquelles appartiennent les collègues qui font partie de ce réseau, concernent la littérature, la génétique des œuvres, la linguistique, l'histoire et l'informatique. Les domaines sont donc les sciences du texte et les sciences de l'informatique, et nous sommes associés pour créer de nouvelles connaissances et de nouvelles épistémologies. Alors ce qu'on a présenté comme étant des disciplines secondaires, ce sont des disciplines qui sont invitées à faire partie du consortium, mais que nous n'avons pas encore identifiées comme des membres de notre réseau, tout simplement parce qu'on n'en a pas. Mais les sciences de l'information et de la documentation auraient parfaitement leur place. Ce n'est pas un consortium fermé, il est ouvert aux propositions, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, un point sur ce qu'est l'infrastructure Humanum. J'ignore si la plupart d'entre vous connaissent cette infrastructure. Je ne suis pas responsable de la présentation de l'infrastructure Humanum. Vous aurez les informations sur leur site web, et ils organisent régulièrement des webinaires pour présenter cette infrastructure. C'est une originalité dans le paysage européen de la recherche, mais pas tant une originalité au niveau français, puisqu'il s'agit d'une infrastructure en dur qui a pour objectif de proposer des services en dur, donc je veux dire des serveurs et des espaces pour stocker, héberger des données, donc tout un ensemble de services autour des données. Le cœur de travail, de métier de cette infrastructure concerne les services aux données, mais il ne peut y avoir de données sans une recherche scientifique à côté de ces données, puisque l'infrastructure est destinée aux sciences humaines et sociales de tout le pays. Donc, à côté, Humanum soutient la création de réseaux scientifiques. Donc, si vous connaissez les GIS, c'est un peu le même fonctionnement. Et c'est ce que Humanum appelle les consortiums. Alors, voici une icône qui représente un peu tous les services proposés par l'infrastructure autour des données de la recherche, depuis leur collecte jusqu'à leur stockage et même leur exploitation. J'y reviendrai tout à l'heure si vous le souhaitez. Humanum soutient actuellement 9 consortiums. Donc, je le disais, ce sont des réseaux scientifiques. Ces réseaux sont constitués, portés par des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des personnels qui sont dans le périmètre de la recherche scientifique dans l'université, enfin dans l'ESR, c'est-à-dire université et CNRS. Les consortiums sont thématiques ou disciplinaires. Ils sont organisés par leurs membres et ils peuvent être constitués autour d'un outil qui est le point de départ des travaux des membres du consortium ou d'une thématique. Donc pour notre domaine, ce sont les sciences des textes. Donc les textes dans leur sens assez large, même si la majorité d'entre nous travaillent dans le domaine littéraire. Alors, quel est l'objectif du consortium Ariane ? L'objectif du consortium est d'aller vers une meilleure analyse des textes, c'est-à-dire travailler avec les nouveaux outils pour faire mieux ce que nous avons l'habitude de faire depuis plusieurs centaines d'années en lisant les textes. L'objectif est évidemment de progresser dans notre champ de connaissances, mais également de mieux comprendre comment fonctionnent les outils de l'informatique, leurs algorithmes en particulier, et d'identifier certaines passerelles que nous n'avons pas identifiées à ce jour, c'est-à-dire comment est-ce qu'un algorithme pourrait nous aider à mieux interpréter un texte. Alors, je voudrais quand même préciser que nous ne sommes pas externes ou étrangers aux disciplines du traitement automatique du langage. Il y a quelques linguistes qui font partie de notre réseau, mais
le traitement automatique de la langue n'est pas le cœur disciplinaire de la majorité de nos membres. Nos membres travaillent sur le texte, sur son interprétation, sur son réseau, sur sa genèse, sa circulation, et toutes ces thématiques ne sont pas actuellement traitées par le traitement automatique de la langue, ou en tout cas les résultats des outils que nous avons testés jusqu'à présent n'étaient absolument pas satisfaisants. Donc on a ces deux premiers objectifs, aller vers une meilleure analyse, créer de nouvelles connaissances à partir de nouvelles méthodes, mais également continuer à soutenir l'acquisition et la production de données textuelles, parce que sans données textuelles, il ne peut pas y avoir de recherche informatique sur ces données. Et le but est également de créer un nouveau réseau scientifique. Je parlais tout à l'heure d'un consortium qui a précédé celui-ci, mais dans ce réseau scientifique, on tient à ce que la recherche en informatique soit partie prenante des travaux des membres. Donc on n'est pas dans un rapport où on a l'idée qu'un ingénieur va exécuter des besoins et des rêves. On veut vraiment comprendre ce que fait la recherche en informatique pour construire ensemble de nouvelles épistémologies. Donc le consortium est construit autour de 3 axes que nous avons, que je vais vous expliquer. Donc un premier axe qui concerne les éditions numériques de qualité, c'est vraiment l'axe qui concerne la collecte des données. Un autre axe pour lequel on a inventé un nom qui est le deep reading, donc vous avez compris l'analogie avec le deep learning. Et un dernier axe qui concerne les questions transversales avec des sujets qui ont été évoqués ce matin, je vais y revenir. Le premier axe porte sur les éditions numériques de qualité. Et je vais peut-être y revenir après, mais je vais tout de suite parler de ce qui a précédé le consortium. Avant le consortium Ariane, un autre réseau scientifique, toujours au sein du Manum, a existé pendant 10 ans. Alors c'est un peu la règle du Manum, maintenant ils ont réduit la durée, mais comme les GIS, les réseaux sont soutenus pendant 4 ans, et si ça se passe bien, ils sont renouvelés 4 ans. Donc le réseau Cahier a existé pendant 8 ans, plus 2 années pour terminer ses travaux. Il s'agissait d'un réseau essentiellement français, puisqu'il concernait l'ESR français, et qui a eu jusqu'à 200 membres, disons une 60aine d'équipes ont été membres de ce réseau. Ces travaux concernaient déjà les textes, mais l'accent était porté sur l'acquisition des textes. Donc tout ce qui se passe entre la numérisation et la transformation de l'objet papier en données numériques. Donc l'acquisition des textes a été la priorité, l'amélioration de la qualité de cette acquisition a été également l'une des priorités, l'ossérisation des textes, la correction des textes. Et toutes ces tâches ont été déclinées dans 3 axes que j'ai un peu résumés comme cela. Mais vous voyez qu'elles elles ont vraiment concerné la chaîne de traitement qui va du papier jusqu'à la donnée, mais très peu l'exploitation de ces données. Et pour une raison très simple, qui rejoint quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que la collecte de données, la correction des données sont des tâches incroyablement chronophages. Donc nous sommes arrivés au bout de 10 ans à très bien identifier tout le processus, mais nous n'avons pas résolu le problème essentiel qui est le temps nécessaire à la captation de données de bonne qualité. Néanmoins, nous avons obtenu des résultats, je vais en parler dans un instant, mais en tout cas, l'une des priorités du consortium a toujours été de concevoir des données qui seraient ouvertes et partagées. Donc la férisation, qui ne s'appelait pas encore férisation en 2011, a toujours été l'une des priorités du consortium. Et j'ajouterais que, s'agissant d'un réseau scientifique, l'une de nos autres priorités a été la fiabilité des résultats que nous avons produits, afin d'éviter les écueils qui ont été évoqués ce matin, c'est-à-dire produire des données dont on sait où elles ont été captées, comment elles ont été captées, pourquoi elles ont été captées, et lorsqu'elles sont mises à disposition, tout le monde a toute cette information. Donc c'est un peu le résultat. Le résultat, c'est celui de données qui sont plutôt fiables, et en tout cas, on peut identifier les porteurs. Alors en chiffres, ça donne à peu près 62 000 ressources ouvertes sur une dizaine d'années. C'est pas beaucoup, mais comme il y a beaucoup de travail derrière, c'est quand même assez conséquent. Alors quand je dis des ressources, on a des données sous format image, sous format TXT, il y a aussi du son et un peu de vidéo. Ces images ont été pour la plupart déposées dans des entrepôts ouverts. Je vais particulièrement parler de Nakala, mais les collègues ont aussi utilisé d'autres entrepôts comme Zenodo ou Ortholang pour les données textuelles.
Les images et leurs métadonnées sont déposées en accès libre de façon à pouvoir être réutilisées, et la documentation de ces données sous forme de ce qu'on n'appelait pas encore un plan de gestion de données à l'époque, mais qu'on appelle maintenant le plan de gestion de données, a donné lieu soit à des articles décrivant toute la chaîne de traitement, soit à des vidéos, et tout ça est normalement assez accessible sur HAL. En matière de recherche fondamentale, sur ces 10 années, on a seulement organisé un seul colloque dont le résultat a été publié sous forme d'ouvrage en accès libre, mais il y a eu une trentaine de publications, un ouvrage collectif, et surtout, je ne l'ai pas noté là, mais 14 formations. L'une des priorités du consortium a été d'organiser des formations. Donc vous voyez, sur les 10 années, nous avons organisé 14 formations. Et dans ces formations, il s'est agi de former des collègues, des ingénieurs, des étudiants, des jeunes chercheurs à ce que sont les humanités numériques, mais surtout à une certaine culture de la donnée scientifique. Les résultats du consortium Cahier, donc les 62 000 ressources, normalement sont toutes accessibles dans les entrepôts de données, et parmi les services qu'Humanum met à notre disposition, alors quand je dis notre disposition, ce n'est pas le consortium seulement, c'est vraiment tout le monde. Vous pouvez tous accéder aux services d'Humanum puisqu'ils sont à la disposition de tout l'ESR. Ceci dit, il vaut mieux se rapprocher d'un consortium pour avoir les bonnes pratiques et pour les utiliser de la meilleure façon possible, et surtout pour obtenir des réponses rapides, parce que Humanum est extrêmement sollicité. Donc Nakala, par exemple, est l'outil de stockage qui a été développé par Humanum pour héberger les données de la recherche scientifique. Ces données et ces métadonnées ont été normalement déposées au fur et à mesure par les chercheurs. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il se passe comme cela se passe dans tous les projets scientifiques. Les collègues accumulent des données, plusieurs images. Au bout de 2-3 ans, cette batterie d'images représente un petit corpus de 10 à 15 000 images. Et évidemment, les chercheurs en sciences humaines, pas plus que les chercheurs en informatique, n'ont pas envie de déposer cela une par une, puisque pour chaque image, il faut déposer les métadonnées. Alors, parmi les solutions, par exemple, donc l'une des missions que se donnait le consortium, c'était de trouver des solutions pour des petits problèmes rencontrés par les sciences humaines. Et quand je dis petits problèmes, c'est parce que les petits problèmes sont très vite d'énormes problèmes pour nous en SHS. Et là, on a développé un outil d'accompagnement à la vérification des données, sous forme d'application web. Donc c'est une application web qui met en contact les fichiers que vous avez sur votre ordinateur et Nakala, l'outil de stockage des données. Il suffit d'avoir un compte chez Humanum, des données bien formées, bien décrites, avec un fichier de métadonnées sous forme de tableur, et vous pouvez déposer en lot toutes vos données. Ce que je veux présenter par là, c'est que le consortium a aussi une espèce de service, dimension recherche et développement. Donc pour un problème, on réfléchit aussi à ce que l'on peut apporter en matière de recherche et développement. Et le nouveau consortium veut aller plus loin. Donc si je reviens un petit peu en arrière, mais pas trop longtemps, c'est promis, sur les éditions numériques de qualité, qui est l'un des axes principaux. Cet axe est né de ce que nous avons fait dans Cahier, et nous avons constaté au terme de ce processus, donc au moment de la vérification, que même chez nos collègues experts qui avaient fréquenté nos ateliers, nos séminaires, nos formations pendant 10 ans, il y avait encore des problèmes sur la qualité des métadonnées, des noms d'auteurs pas complets, c'est fondamental pour nous, parfois des lieux qui n'étaient pas mentionnés, des dates mal constituées, et nous avons travaillé à la curation de ces données pour les aider à les déposer en masse. Donc derrière cet axe de édition numérique de qualité, l'idée c'est de sensibiliser aux bonnes pratiques dès le début, mais aussi d'avoir à chaque moment des petites alertes qui permettent aux collègues de revenir sur leurs données, c'est-à-dire d'avoir conscience de ce qui se passe à la fin, de la réutilisabilité empêchée s'ils adoptent certaines pratiques, parce que la réutilisation, c'est possible seulement si les fichiers ou les métadonnées sont corrects et bien présentés, et donc de les accompagner pour que ces reprises puissent avoir lieu le plus tôt possible et pas en mode pompier. Alors, l'axe 2 est une innovation. Comme je le disais tout à l'heure, le consortium a beaucoup travaillé sur la chaîne méthodologique, mais assez peu sur l'étape fondamentale qui est celle de l'exploitation. Je ne surprendrai personne, on passe beaucoup de temps à déposer des projets, on a de l'argent pour constituer nos données, et d'un coup, 4 ans sont passés et on n'a pas le temps d'exploiter les données qu'on a eu tant de peine à collecter. Et l'idée est à la fois de travailler sur
comment est-ce qu'on peut accélérer cette acquisition des données, justement en utilisant des outils informatiques. Pourquoi pas les outils d'intelligence artificielle? Ce matin, un collègue parlait des outils de recommandation. C'est par exemple l'une des pistes sur lesquelles travaille le consortium, mais aussi de bénéficier des dernières propositions des collègues de l'informatique pour exploiter nos données. Je disais tout à l'heure que nous travaillons sur des réseaux de sens qui sont difficiles à capter avec du calcul d'occurrence de mots ou de mots-clés. Et ça, c'est plus implicite. Et ces implicites sont extrêmement difficiles à appréhender par l'informatique. Donc c'est sur ce point-là que nous voulons travailler avec eux, d'où le néologisme de deep reading, puisque le reading est notre cœur de métier et le deep learning le leur. Pour chaque axe, nous avons proposé des objectifs scientifiques, mais également des groupes de travail. Nous fonctionnons en groupe de travail interdisciplinaire et avec des livrables que l'on espère. Alors ces livrables peuvent prendre tout type de forme, depuis l'article scientifique jusqu'à l'application web ou le petit outil informatique. Tout est absolument possible et ouvert et vous pouvez nous rejoindre. C'est le moment publicité et contribuer et collaborer. Un dernier axe de ce projet, j'ai oublié de dire que notre programme démarre. Nous avons obtenu la labellisation du Manum en février 2023. Donc nous sommes dans la première année, elle n'est pas encore totalement terminée, nous avons 4 ans. Donc vous pouvez encore nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, dans cet axe numéro 3, nous avons passé qu'il fallait donner de la place à des questions transversales, deux sujets en particulier, les questions d'éthique, évidemment, et les questions juridiques. Les questions d'éthique concernent à la fois les pratiques scientifiques qui ont été mentionnées ce matin, mais également celles des outils et des boîtes noires, des algorithmes. Et les questions juridiques sont des problématiques qui sont systématiquement, alors on s'en est rendu compte dans les 10 ans précédents, qui sont systématiquement reléguées à la fin et résolues. Je ne peux pas mettre en ligne, résolues de la façon suivante, je ne peux pas mettre en ligne mes données parce que je n'ai pas l'autorisation. Et ça, c'est précisément un verrou que l'on veut lever. Et on peut le lever en travaillant avec les juristes. Les juristes, c'est-à-dire non pas ceux qui viennent nous préparer le contrat à la fin, mais vraiment les enseignants-chercheurs, ceux qui connaissent la doctrine, qui font la doctrine. Donc nous avons sollicité une équipe de chercheurs en droit, 2 collègues travaillent de façon très proche avec nous sur ces questions juridiques. Et l'axe éthique n'a pas encore commencé, mais nous avons déjà organisé une première conférence juridique qui était dédiée au droit d'auteur, et nous en avons une qui se tiendra en ligne jeudi sur la clause sur la fouille de données des textes, j'ai oublié son nom en anglais, for data mining, l'exception pour le data mining, et notre collègue propose une intervention en ligne jeudi, mais ce sont les 2 premières et il y en aura d'autres. L'objectif est de travailler avec le droit et pas de se heurter aux obstacles juridiques et de ne pas proposer de solution. La démarche, la collègue en parlait ce matin, mais la démarche faire suppose aussi de réfléchir aux obstacles juridiques et de les incorporer dans le projet, pas de les résoudre avec une maigre consultation technique. Je pense que c'est insatisfaisant, et moi qui travaille sur les auteurs contemporains, je ne peux pas me résoudre à ce que je meurs sans avoir exploité mes données, voilà, parce que c'est 70 ans le droit d'auteur, donc en fait, en gros, je peux arrêter ma recherche et revenir réincarner plus tard pour travailler sur le sujet du 20e et du 21e. Je reviendrai au 23e. Voilà, alors, pour résumer, les défis du consortium peuvent être résumés de la façon suivante. Donc, on veut faciliter l'accès des humanistes, qui est une communauté scientifique évidemment particulière et qui n'a pas cette compréhension de l'informatique que l'on peut imaginer, même si on pense que les jeunes sont plus à l'aise, ce n'est pas vrai, aux algorithmes qui simplifient la vie. Donc là, l'idée est vraiment d'être autour de la table, mais de discuter de fond, c'est-à-dire de pourquoi, avec quel objectif scientifique certains algorithmes sont développés, quel est l'objectif scientifique d'une collecte de données en SHS, donc quelles sont les visées de l'un et de l'autre, et de venir en discuter pour effectivement faire le tour des méthodologies, et que ces méthodologies soient très transparentes avant de se précipiter sur le développement d'un outil. Ensuite, de former à ces méthodes. Ça peut passer par la conférence toute simple, donc par la conférence toute simple jusqu'au développement ensemble autour d'une table, c'est tout à fait possible, ou alors à l'utilisation d'outils existants. Les 3 quarts du temps, on se rend compte que quand on a bien compris comment fonctionnent les choses, l'outil existe
et n'a pas besoin d'être réinventé, ou il peut juste être adapté pour combler un besoin autour d'une question scientifique. Les questions scientifiques des SHS entrent rarement dans un seul outil. Ça, c'est clair. Et puis, créer les conditions de production de nouvelles connaissances. Donc là, c'est plutôt à destination de la communauté en SHS qui, ne voyant pas les résultats de son investissement, a tendance à rejeter ou renoncer à entrer dans ces projets ou à utiliser ces outils. Et je pense qu'à ce stade, même après les 10 ans de cahier, on n'est pas encore parvenu à dire à nos collègues en SHS, écoutez, voilà ce que l'on peut dire de nouveau sur la circulation du courant absurde au XXe siècle, que vous n'auriez pas pu trouver sans les outils numériques. Et tant qu'on n'aura pas répondu à cette question, on aura du mal à convaincre nos collègues de nous rejoindre, de partager leurs données et tout ce qui s'ensuit. Donc l'idée est d'apporter ces réponses et de les accompagner dans les conditions qui leur permettront de produire ces nouvelles connaissances. Donc ceci récapitule ce que je viens de dire. On a inventé à côté du deep reading le concept de traitement automatique des textes, mais l'analogie est très claire. On veut faire avec les textes ce qui s'est fait en linguistique et le traitement automatique de la langue, donc essayer d'inventer ce traitement automatique des textes. Et puis, la valeur ajoutée du consortium, c'est évidemment de poursuivre la réflexion épistémologique, mais en même temps de créer les espaces de discussion qui sont peut-être complexes à trouver, soit parce que les uns n'ont pas le temps, soit parce qu'ils ne sont pas dans nos institutions. Et le réseau que nous constituons et qui concerne vraiment toute la France peut vous apporter ces espaces de dialogue que peut-être vous n'avez pas de façon isolée dans vos centres de recherche. Alors, un dernier exemple, j'avais mis les noms de quelques membres, et puis je me suis rappelé qu'il ne fallait pas que je mette des noms, donc j'ai mis que les laboratoires, mais ces laboratoires vous sont mentionnés pour vous expliquer un peu qui on est allé chercher à ce stade. Les propositions sont toujours ouvertes. On est allé chercher des collègues en traitement automatique de la langue, évidemment, en mathématiques et en sciences des données, en intelligence artificielle. On a toujours besoin d'ingénieurs dans nos équipes, donc on a sollicité des ingénieurs que l'on connaît bien et il y a de la place pour d'autres, évidemment, et puis des collègues en humanité numérique. Et j'aurais dû ajouter sciences humaines tout court, mais en réalité, tout le monde est dans les humanités numériques puisqu'il y a humanité surtout dedans. Alors, pour rejoindre le consortium, c'est très simple. Il suffit pour l'instant d'envoyer un email, de vous inscrire. Vous avez deux façons de suivre nos travaux. L'un est de vous abonner à la liste d'informations et vous savez quand ont lieu les rencontres et puis vous pouvez vous inscrire, c'est ouvert, c'est normalement gratuit. Vous pouvez également devenir membre. La seule chose que l'on exige à ce stade des personnes qui nous rejoignent en tant que membres, c'est qu'elles s'inscrivent comme membres actifs dans un groupe de travail. S'il n'y a pas le groupe de travail qui vous intéresse, vous pouvez proposer d'en créer un, c'est tout à fait ouvert. J'ai oublié de sortir une liste des membres, mais pour l'instant, il y a 70 personnes, ce qui est bien, depuis février. On n'a pas encore de site web. Enfin, si, le site web est prêt, mais l'URL n'existe pas. Et donc, nous aurons un site web, mais pour l'instant, tout passe par ces deux mail listes et par un email aux coordinatrices si vous avez besoin d'informations. Maintenant, je peux répondre à vos questions. Je vous remercie. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Oui, enfin, c'est une question un peu intéressée. Pour ce consortium, j'ai entendu au tout début que l'art dramatique ferait partie tout naturellement de ce consortium. Mais est-ce qu'il faut entendre par là que les textes, si on n'étudie que les textes? Non. Il nous fallait quand même proposer une ligne pour que Humanum nous identifie bien au milieu de ces 9 consortiums. Et on n'a pas que les textes. Moi-même, je ne travaille pas que sur les textes. Je travaille sur des images, des enregistrements vidéo. Donc, ce ne sont pas que les textes. Voilà, parce que j'ai l'impression quand même que peut-être que pour le théâtre, c'est quelque chose encore de spécifique. Alors, pourquoi ne pas créer un groupe ?
Très juste. Alors, il y a très juste. Il y a des groupes qui sont des groupes interconsortiums. Alors, l'exemple du théâtre est excellent puisqu'on travaille avec l'autre consortium, le consortium Canva, par exemple, sur les vocabulaires contrôlés. Puisque dans Canva, les vidéos sont décrites avec des vocabulaires contrôlés. Nous avons nous-mêmes besoin de vocabulaire contrôlé pour augmenter la qualité des données que nous déposons dans les entrepôts et les trouver. Donc on travaille avec eux pour croiser des vocabulaires existants, étudier la pertinence d'en inventer ou non certains et échanger les pratiques. Puisque une fois que les données sont dans l'entrepôt, il est tout à fait intéressant de récupérer tout type de données, celles qui ont été présentées par le consortium Ariane, celles du consortium Canva et un autre, dès lors qu'elles ont été décrites avec un vocabulaire commun. Donc l'idée est de travailler ensemble sur ces questions, par exemple celle du vocabulaire contrôlé, en vue d'augmenter la trouvabilité des données une fois qu'elles sont dans des entrepôts. Et il y a des groupes interconsortiums. Donc Canva c'en est un. On travaille aussi avec le consortium des archéologues, par exemple autour du CIDOC CRM. Ils ont beaucoup travaillé avec le CIDOC CRM pour décrire les objets archéologiques. Nous avons dans le consortium des chercheurs qui s'intéressent aux œuvres d'art, donc à certains artistes qui ont peint et écrit. Donc le CIDOC CRM est un point d'entrée qui nous intéresse. Donc là, on travaille avec le consortium MASA. Et est-ce que, par exemple, le groupe qui travaille sur la génétique des textes serait ouvert aussi pour un travail sur la génétique au théâtre, c'est-à-dire les processus de création? Absolument. C'est une communauté qui est très représentée dans Ariane. Les généticiens étaient là dans Cahiers, ils sont toujours là. Tout à fait, tout à fait. La génétique a elle-même ses problèmes qu'il faudrait travailler du point de vue informatique. Donc c'est ouvert, c'est un chantier qui est toujours ouvert, mais qu'il est intéressant de traiter. Merci. D'autres questions? Les informaticiens? C'est plus des questions sur le consortium Cahiers. Donc, c'est deux questions. Donc, la première, c'est sur la chaîne de traitement de l'édition XML-TEI, un petit peu en quoi elle consiste, s'il y a des recommandations, tout ça. Et la deuxième question, c'est sur le dépôt dans l'entrepôt de données, s'il y a aussi des recommandations. Qu'est-ce qui a fait que certains sont allés dans Ortholang, d'autres dans Zenodo et d'autres dans Nakala? Oui. Voilà. Alors, Cahiers, comme Ariane aujourd'hui, a beaucoup fonctionné avec des guidelines et des recommandations. Toutes celles qu'a produites Cahiers sont disponibles dans HAL. Ça, elles ont été toutes déposées, c'est extrêmement clair, cette bibliothèque est accessible. Nous avons diffusé beaucoup de recommandations sur la constitution des fichiers XML-TEI, sur les balises qu'il faudrait utiliser pour mieux faire circuler les fichiers TEI. Tout cela est dans HAL, donc vous cherchez avec le mot-clé Cahiers, vous trouvez toute la production de Cahiers. Alors pourquoi les collègues ont utilisé des entrepôts différents? Ortholang, parce que les linguistes avaient l'habitude de déposer leurs données de linguistique dans Ortholang, donc c'est vraiment l'habitude d'une communauté scientifique. Zenodo, parce que Zenodo a existé avant Nakala, donc Zenodo est plus ancien que Nakala. Et puis Nakala, parce que c'est le dernier, c'est aussi l'outil de l'infrastructure qui nous finance, donc c'est pas qu'un outil français, francophone, même s'il est plutôt recommandé, mais c'est quand même un outil qui a été reconnu à l'échelle européenne, qui est en phase de certification et de labellisation européenne. Donc c'est aussi pertinent que Zenodo. Dans Cahiers et dans Ariane, on ne recommande pas plus l'un que l'autre, même si nous on est dans Humanum, donc on va plutôt utiliser Ariane. Ce que l'on recommande en revanche, c'est que les données soient vraiment accessibles. Donc un entrepôt ou l'autre, pourvu qu'il y ait un entrepôt. Merci. Oui. Vous avez une question? Merci beaucoup.